commande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon père Mokonzi. Mesdames et messieurs, chers membres de la presse, distingués invités, bonjour à toutes et à tous. Y a-t-il de tout ici? C'est comme si... C'est avec un grand honneur que nous vous accueillons aujourd'hui au Bruxelles Press Club, ce samedi 4 octobre 2025, à l'occasion de cette conférence de presse organisée par la Dynamique Machariki Plus ASBSDM en sigle. Cette rencontre à la fois importante et inédite réunit des représentants de la DMP venus de la Belgique et du Royaume-Uni. Elle s'inscrit dans un contexte politique congolais particulièrement chargé et nous permettra d'aborder avec rigueur et lucidité des sujets majeurs qui marquent l'actualité de la République démocratique du Congo. Nos panélistes dresseront un état des lieux de la gouvernance actuelle du président Félix Tshisekedi dans un climat où les espoirs de changement et de démocratie continuent de s'heurter à de multiples incertitudes, tensions, contradictions et divisions. Nous évoquerons ensuite les répercussions profondes de la condamnation à mort de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, une décision judiciaire aux conséquences politiques, sociales et sociales majeures. Ce moment d'échange se veut à la fois informatif et participatif. Nous vous invitons à poser vos questions, à partager vos réflexions et surtout à répartir avec un regard plus éclairé sur les dynamiques politiques, sociales qui traversent aujourd'hui la République démocratique du Congo. Nous avons le plaisir de compter parmi nous 3 intervenants. Monsieur Abraham Tchabo, représentant de la DMP Belgique et coordonnateur de la Dynamique Machariki Plus. Monsieur Emmanuel Lwangui, membre de la DMP Belgique. Madame Pamela Chassinga, la gracieuse représentante de la DMP Royaume-Uni. Nous invitons notre premier panéliste, monsieur Abraham Tchabo, à prendre la parole. Le thème, la gouvernance Tshisekedi, entre espoir démocratique et réalité du pouvoir. Dans nos interventions, dans son intervention, M. Tchabo nous proposera une analyse territorialisée de défis de gouvernance dans l'est de la RD Congo, en abordant notamment des situations spécifiques suivantes. Grande province orientale, quand la réparation devient spoliation. 2. Nord Kivu, l'échec sanglant de l'état de siège. 3. Sud Kivu, une jeunesse sacrifiée, une économie étranglée. 4. Grand Katanga, le scandale de milliards. La parole à vous, M. Tchabo. Il y a un journaliste qui a demandé qu'on se présente. Moi, je suis Tchabo. La plupart de nos journalistes ici me connaissent déjà. Je suis président ici en Belgique de la Dynamique Machariki Plus, notre association qui travaille sur toutes les problématiques qui se posent à l'est de la RDC. Et là, nous allons parler quand nous parlons de l'est de la RDC, nous parlons de la grande province orientale, nous parlons du Kivu plus les Maniema, et nous parlons du Grand Katanga. C'est ça, Machariki a fait. Pour ceux qui ne connaissent pas, Machariki, ça veut dire Est. C'est un terme swahili qui veut dire l'Est, Machariki. Et donc là, nous parlons de l'Est. Et ce que nous allons dire ici, ce que nous faisons en fait, c'est un point de presse de routine. C'est-à-dire que tous les 3 mois, nous observons des choses
qui se passe dans cette province et dans cette partie de la RDC. Et donc, nous faisons un monitoring en quelque sorte. Nous disons, voilà, nous avons constaté ça, nous avons constaté ça, nous avons constaté ça. Et nous souhaitons que, si ça va dans le bon sens, tant mieux. Si ça va dans le mauvais sens, nous souhaitons que ça change. Donc, c'est ce que nous faisons ici. Et donc là, nous allons commencer par la province, la grande province orientale, parce que bon, après la subdivision des provinces, il est un peu difficile de savoir. Nous parlons de la province orientale, la grande province orientale. Et là, il y a un certain nombre de choses que nous avons constatées à partir de juin jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, tous les 3 mois, nous faisons ça. Et une fois que nous aurons terminé avec ce que nous avons constaté, il est clair qu'il y a certains qui vont dire, mais pourquoi vous parlez seulement de l'Est alors que c'est... On parle de la RDC. Bien sûr, on parle de la RDC, mais notre association s'appelle Dynamique Macharik Plus. Donc, Macharik, c'est l'Est, plus, c'est l'autre partie de la RDC qui n'est pas dans Macharik. C'est pour ça que nous nous appelons Dynamique Macharik Plus. Mais notre objectif, c'est de faire en sorte que la partie Est de la RDC, qui est caractérisée depuis maintenant 30 ans par des conflits, devienne un espace où, en tout cas, les moteurs du développement économique de tous les pays. Parce que tant qu'il y aura des problèmes là-bas, le reste du pays sera paralysé. Et c'est pour ça que nous essayons de travailler pour, en fait, d'abord, pour les vivre ensemble là-bas, parce qu'il y a beaucoup d'amalgames, beaucoup de confusion et tout ça. Et donc aussi, pour... Je sais, ce que j'ai dit ici, il y aura des questions, bien évidemment, on y répondra. Et donc, la première partie, c'est la grande province orientale. Qu'est-ce que nous avons constaté ces 3 derniers mois dans la grande province orientale? La Dynamique Macharik a constaté, tout le monde le sait, ancien théâtre des affrontements de la guerre des 6 jours. La grande province orientale demeure profondément marquée par les violences passées entre les armées étrangères qui se sont affrontées à Kisangani notamment. Selon la Libre belge, Allô, au micro. Donc, je disais, ancien théâtre des affrontements de la guerre des 6 jours, la grande province orientale demeure profondément marquée par les stigmates des violences passées. Pour répondre à cette mémoire douloureuse, l'État avait instauré les FONAREM, les Fonds national de réparation des victimes. C'était une très bonne idée. En 2022, je crois, 2023, l'État congolais a instauré ça, qui était censé incarner justice et reconnaissance. Hélas, cet instrument d'espoir s'est rapidement mué en outil de prédation au profit du pouvoir en place. Le FONAREF est devenu un mécanisme. Je ne sais pas, il y a des gens qui ne connaissent pas le FONAREF, c'est quoi? C'est Fonds national de réparation des victimes. Les victimes de guerre, les victimes des actes sexuels et tout ça. Le gouvernement congolais, dirigé par le président Tshisekedi, a créé cet outil pour essayer de récolter de l'argent et d'indemniser les victimes qui sont victimes de ces guerres-là. Mais qu'est-ce qu'on a constaté ces 3 derniers mois? Nous avons constaté que le FONAREF est devenu un mécanisme d'enrichissement pour les proches du sommet de l'État. En particulier autour de la première dame, via sa fondation qu'on appelle l'ONA, parce que les journalistes qui sont ici connaissent ça. Et selon les médias, parmi les médias crédibles, notamment la Libre belge, sur 61 millions de dollars collectés au 2e trimestre 2025, plus de la moitié a été absorbée par des dépenses internes. Primes, missions, frais de communication. Et parmi elles, 14 millions ont été retirés en espèces, au titre d'une prime rétroactive sans fondement institutionnel. C'est clair. Les victimes, elles, n'ont perçu que 2,5%, alors qu'il était prévu que les victimes reçoivent 11% de l'argent qui est récolté par les redevances des sociétés minières et tout ça. Et donc, les victimes de ces guerres-là devaient recevoir 11%. Mais là, nous avons constaté qu'au lieu d'avoir 11%, les victimes ont reçu 2,5%. Et une grande partie de l'argent a été distribuée entre l'ONA, la fondation de la femme du président et autres choses. Et donc, parmi elles, 61 millions ont été retirés en espèces au titre d'une prime rétroactive sans fondement institutionnel clair.
les victimes, elles n'ont reçu que 2,5% de fonds. Pire, 15 millions ont transité par la fondation Lona, prétendument pour aider les réfugiés burundais, alors que 500 000 sont réellement arrivés où se trouvent ces réfugiés. Le reste a servi à financer concerts, campagnes digitales, voyages luxueux, commémorations dispendieuses, à l'image de la commémoration du Génocoste, qui a coûté 1,6 million de dollars. Officiellement pour faire mémoire, mais tout le monde sait, c'est pour alimenter une propagande anti-Rwanda, destinée à masquer l'inaction gouvernementale. Le FONAREF apparaît désormais comme une caisse noire présidentielle, échappant à tout contrôle, tandis que les survivants restent plongés dans l'oubli. Ça, c'est ce que nous avons constaté dans la grande province orientale, si les 3 derniers mois. Au Nord Kivu, nous avons constaté au Nord Kivu, depuis 3 ou 4 ans, il y a eu ce qu'on a appelé l'état de siège, tout le monde le sait, mais il y a un échec là-dessus. Et donc, le Nord Kivu, autrefois terre d'espérance, de résilience et de richesse naturelle, est aujourd'hui devenu le théâtre d'une tragédie humaine insoutenable. Cette province, pilier de l'avenir de la RDC, s'enfonce chaque jour davantage dans un cycle de violence extrême, marqué par les exactions répétées des groupes armés opérant en toute impunité. Massacres, enlèvements, pillages, déplacements forcés. Les populations civiles vivent dans la terreur et l'abandon. Les populations locales, premières victimes de ces systèmes, paient le prix fort. La souveraineté nationale s'érode jour après jour dans un silence politique inquiétant qui interpelle les responsabilités du pouvoir en place. Alors que les institutions démissionnent et que l'armée demeure inopérante, le mot paix devient vide d'essence. Le peuple congolais est pris au piège d'une double violence, celle des armes et celle du silence complice du gouvernement. Face à cette tragédie, nous lançons un appel à la mobilisation nationale et internationale. Il est temps d'agir avec courage pour rétablir la sécurité, défendre la justice, affirmer notre souveraineté et redonner espoir au Nord Kivu et à toute la RDC. Les peuples congolais méritent la paix, la dignité et un avenir. Dans les sites Kivu, qu'est-ce que nous avons constaté? Ces 3 derniers mois, nous avons aussi constaté au site Kivu que les promesses, les promesses au pluriel si vous voulez, la promesse d'une éducation gratuite pour tous, érigée en emblème social par les régimes de Tshisekedi, demeure une illusion cruelle pour les enfants de l'Est et notamment du Sud Kivu et du Nord Kivu. Cette mesure se heurte à une réalité dramatique. Les parents continuent à payer l'école, parfois au péril de leur sécurité. Les enseignants, quant à eux, sont menacés, intimidés, persécutés par les groupes armés dits Wazalendo, liés au régime de Tshisekedi. Les écoles ferment, les enfants désertent les classes et grandissent dans la peur. Ce qui devait incarner l'égalité devient une politique discriminatoire. Tandis que l'Ouest bénéficie de cette gratuité. Les Nord et les Sud Kivu en sont exclus. L'injustice territoriale est flagrante par rapport à cette situation. À cette marginalisation éducative s'ajoute une crise économique aiguë dans la partie sud, au Sud Kivu en fait. Les systèmes bancaires à l'Est, comme chacun le sait ici, notamment au Nord et au Sud Kivu, est paralysé. Les épargnants n'accèdent toujours plus à leurs fonds pour s'acheter des produits de première nécessité, les loyers, la nourriture, les médicaments, ils ne peuvent pas les faire. Les familles privées de leurs économies survivent difficilement face à une substitution monétaire qui s'installe. Et donc, face à cela, une substitution monétaire s'installe. Les shillings ougandais, les francs burundais, les francs rwandais, les dollars américains remplacent progressivement les francs congolais, fragilisant la souveraineté économique. C'est clair. Parmi les conséquences que nous avons notées là-bas, sur place, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la Banque centrale
n'approvisionne plus les banques périphériques qui se trouvent dans cette région en francs. Les francs congolais commencent à se raréfier. Et quand ils se raréfient comme ça, ce sont les monnaies étrangères qui viennent occuper la place. Et ce qui fait que, même si demain, il devait y avoir la paix, les francs congolais auront du mal à se réimposer. Et puis, il y a aussi des banques étrangères qui s'installent. Et donc ça, c'est quelque chose que nous dénonçons. Nous ne souhaitons pas ça. Voilà. Je disais, à cette marginalisation éducative s'ajoute une crise économique aiguë. Les systèmes bancaires à l'Est, notamment au nord aussi, Kivu, est paralysé. Les épargnants n'accèdent plus à leurs fonds. Les familles privées de leurs économies survivent difficilement. Face à cela, une substitution monétaire s'installe. Les Chiliens, Ougandais, les francs burundais, les francs rwandais, les dollars américains circulent. Deuxième ville de la province, Uvira devient le symbole du chaos. Livrée aux milices Wazalendo, la ville échappe à l'autorité de l'État. Kinshasa, par son silence glaçant, consacre une inégalité inacceptable. L'Est n'est pas périphérique. Et nous devons nous rappeler ça. L'Est n'est pas périphérique. L'Est, il est central à notre souveraineté, notre dignité et notre avenir. Pourquoi nous disons cela? Parce que nous rappelons que 70% de la population congolaise se trouve à l'Est. 70% des ressources qui font vivre l'État congolais viennent de l'Est. On ne peut pas laisser l'Est dans cet État. Ça prend le risque de détruire tout le pays, en fait. Mais nous constatons cette complicité du pouvoir en place par rapport à l'Est. Au Katanga, j'ai envie de dire les scandales de milliards. Alors que le Kivu sombre dans les chaos, les Katanga, lui, génèrent des milliards grâce à l'exploitation intensive du cuivre et du cobalt. Pourtant, ces richesses ne profitent ni à l'État, ni aux populations locales. Elles nourrissent un système opaque, dominé par des sociétés écrans, liées au clan du président Tshisekedi. Les récentes déclarations du général Edi Kapende confirment ce que beaucoup dénoncent depuis longtemps. Le régime actuel a sciemment ignoré la souffrance, ou les souffrances de l'Est, pour se consacrer à l'enrichissement, souvent illicite, tiré des ressources minières du Katanga. Tout le monde a entendu le général Edi Kapende qui a clairement dit que si on prend le Katanga, voilà, il n'y a plus de guerre. Mais tant qu'un Katanga sera debout, même si on prend Kinshasa, même si on prend le Matadi, même si le pays va continuer à fonctionner. Alors, selon la Libre Belgique toujours, la production explose, les prix mondiaux s'envolent, mais Kolwezi et Lubumbashi restent en marge. Infrastructure délabrée, pénurie chronique, services publics absents, la population impuissante voit passer des convois miniers sous escorte militaire. Le Katanga est devenu le coffre-fort de la famille de Tshisekedi. Sous couvert des mandats présidentiels, le Centre de recherche en finances publiques et développement local, qu'on appelle les CREFDEL, révèle qu'entre 2020 et 2022, 71 milliards de dollars ont été générés. Mais seuls 12,5 milliards sont allés à l'État. Où sont passés les 58 milliards autres? Ce pillage est organisé. Des actifs de la Gécamine sont accaparés par les proches du pouvoir, protégés par la garde républicaine, parfois détenteurs de la nationalité belge. Ce n'est plus de la mauvaise gouvernance, c'est une mafia d'État et il est temps d'exiger des comptes. Je vous remercie. Nous avons senti notre chef coutumier. À présent, nous invitons notre deuxième panéliste, M. Emmanuel Lwangui, à intervenir. Son analyse portera sur les implications politiques, sociales, judiciaires de la condamnation à mort de l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Une décision qui soulève de nombreuses interrogations tant au sein de la classe politique congolaise que dans l'opinion publique nationale et internationale. Monsieur Emmanuel.
J'espère que le micro ne va pas me trahir. Bonjour à tous. Bonsoir, si je peux le dire pour les uns. Pour ceux que je n'ai pas encore vus, c'est tout à fait normal qu'on dise bonjour, ça se dit. Ne mettez pas rigueur. Merci pour la parole, Madame Pamela, et mes remerciements appuyés pour la distance parcourue de Londres jusqu'ici. Ça démontre l'intérêt que vous portez à cette organisation et votre apport si combien magnifique et glorieux l'apport. Nous vous remercions quant à ça. Merci, avec plaisir. Je salue aussi les uns des autres qui ont rehaussé de leur présence en mettant de côté les préoccupations quotidiennes et venir nous accompagner dans cette lutte, dans cette dénonciation. Tous les journalistes et les invités à vos titres et qualités, je vous remercie pour cette soirée et cet échange, l'exercice auquel nous voulons nous livrer. Merci encore d'être venus. Merci cela. Merci encore, nous disons. Avant d'aborder le thème que je voulais aborder ici, avant d'aborder le thème, excusez-moi, j'aimerais embrayer sur les dénonciations, les griefs égrenés par mon co-débatteur, que les uns ne considèrent pas cela comme un acharnement au pouvoir en place, mais cela relève de bafouement. Attends, je peux prendre l'autre micro. Non, c'est ce que j'allais proposer. Mettez la bouche. En fait, non, il change de micro, c'est mieux encore. Là, ça va? Ouais. Ok, merci. C'est le micro. Donc, d'aucuns ne considèrent pas cela comme un acharnement, mais nous dénonçons. Donc, j'allais même dire que cet exposé aujourd'hui peut être intitulé d'abord, la première partie, c'est une alerte qui a été donnée, et la deuxième partie, c'est une dénonciation. Il y a une différence entre une alerte et une dénonciation. Une alerte, il y a un signal qui est donné. Si vous arrivez à un feu, s'il est rouge, vous stoppez. Mais une dénonciation, vous retrouvez devant les faits accomplis, on ne peut rien faire. Donc, pas autant sur la dénonciation, qui est mon thème d'aujourd'hui, je vais aborder, mais je reviens sur l'alerte qui est donnée. Pourquoi une alerte? L'alerte parce que nous avons la loi suprême qui est la Constitution. Ces griefs qui sont décriés ici sont l'émanation de la marche sur la Constitution qui est la loi suprême. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Ces histoires de décisions discriminatoires. Je vais m'appuyer sur la Constitution de la République publiée le 11 février 2006, modifiée en ses articles 11 et 002 de 2011, qui a modifié certains articles. En ces articles 13, si vous permettez que je lise, il est stipulé ceci. Donc, en ces articles 13, aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation, d'accès des fonctions publiques, ni en aucune autre matière, là je mets une pause, donc ça englobe toutes sortes de matières, donc, en l'occurrence les retraits ou l'accès aux services bancaires. Je continue. Il ne doit pas faire l'objet d'une mesure discriminatoire, aucun Congolais. Alors, qu'elle résulte de la loi ou d'un acte exécutif. Or, c'est l'exécutif qui prend des mesures pour sanctionner la population de l'Est. Pourquoi ces gens-là ne doivent pas faire l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'il s'agisse en raison de la religion, son origine familiale, sa condition sociale, sa résidence, ses opinions ou ses convictions politiques, de son appartenance à une race ou à une ethnie, une tribu ou une minorité culturelle et linguistique. L'article s'arrête là. Là, vous constatez avec moi que le fait que les gens résident à l'est de la République, cette appartenance dans une région, ils font l'objet d'une discrimination. De par leur résidence, tout le monde qui est à l'est est considéré comme soit ami des rebelles, soit complice des rebelles. Ou toute famille de surcroît qui se retrouve du côté de Kinshasa, s'il est l'originaire de l'est, il est aussi victime des brimades du pouvoir en place.
alors ça devient un problème qui nécessite une alerte maximale pour le tissu social. Alors, que parlons-nous maintenant de la tribu, les Banyamulenge, les Batusi, cela, ça dénote de la volonté manifeste du pouvoir de ne pas respecter la Constitution. Donc, nous rappelons que nous ne nous acharnons pas au pouvoir en place, mais nous dénonçons la gouvernance qui n'est pas basée sur la loi fondamentale dont je cite la Constitution, la loi suprême. Alors, qu'est-ce qu'ils font maintenant de ces gens-là qui sont poursuivis pour ces griefs-là, le fait d'appartenir à de ces côtés-là? Ils sont emprisonnés. Mais au lieu que ces gens-là soient aussi bénéficiaires de leurs droits, l'article 18 nous renvoie aussi aux droits des gens qui sont interpellés. Donc, je peux lire l'article 18 de la Constitution. Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle, et c'est dans la langue qu'elle comprend. Ce n'est pas ce qui se passe. On n'est pas notifié de ces arrestations, on vient, on enlève, on comme des moutons ou des porcs, et puis on est mis au frais. Vous avez vu le témoignage d'un des députés, de ceux-là qui étaient à l'hôtel Rotana, qui ont été arrêtés parce qu'ils portaient une manifestation contre la pétition qui était orchestrée pour l'éviction du président de l'Assemblée nationale. Non seulement cela, qu'est-ce qui doit bénéficier de cette personne? Elle doit être immédiatement informée de ses droits. La personne gardée à vue a le droit d'entrer immédiatement en contact avec sa famille ou avec son conseil. La garde à vue ne peut excéder 48 heures. À l'expiration de ce délai, la personne gardée à vue doit être relâchée ou mise à la disposition de l'autorité judiciaire. Vous avez des exemples de gens qui restent 3 mois sans que la famille ne sache où est-ce que la personne est détenue, est portée disparue. Non seulement que la personne est portée disparue, mais on punit aussi la famille d'où vient le prisonnier, à laquelle fait partie le prisonnier. C'est ce que nous sommes en train de dénoncer. C'est de l'anarchie. Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, en plus, tous les détenus doivent bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique, mentale, ainsi que sa dignité. Les prisons sont devenues des mouroirs. Et ceux qui sont malades, vous voyez par exemple Jacques Ndala, pour qu'il bénéficie d'une liberté provisoire, il a fallu que les médias fassent le maximum afin qu'il bénéficie de ces traitements. Et même au sein des prisons, il y a des abus sexuels. Vous voyez, Mme Denise Dichéchoua, je n'avais pas envie de le citer, mais même elle qui faisait partie du pouvoir en a été victime. Voilà pour chuter par rapport aux griefs qui ont été créés par mon co-débatteur. Parlant de ces histoires qui se passent à l'Est, nous lançons une alerte, en tout cas, que ça s'arrête, parce que c'est un feu rouge. Au feu rouge, personne ne peut brûler ce feu rouge au risque des amendes, au risque d'être condamné par le tribunal de l'histoire. Voilà pourquoi j'ai Joseph Kabila Kabange, président honoraire. Au regard de ce que nous apprenons, c'est quoi la question? Quand Kabila quitte le pouvoir, il laisse 6 mois en prison. Parce que ce sont des gens de M23. Il laisse 6 mois en prison, il laisse le général Biamong en prison, et Bissimo signe une dissolution du M23 pour dire nous rangeons et nous allons nous mieux en parti politique et en société civile et que j'en passe le meilleur. Tout de suite, je porte à signaler qu'en 2013, Kabila avait défait le M23. Parce qu'on l'accuse d'être en connivence, ou c'est lui le patron du M23. C'est la cause de sa condamnation. Ne l'oublions pas. Alors, par raisonnement, je me dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans l'histoire. Entre Kabila et Félix, qui est en connivence ou qui est le partenaire de M23 qui devait être jugé? Pourquoi? Parce que tout de suite, après avoir accédé au pouvoir, Félix entreprend des démarches, il fait venir les gens du M23
à Kinshasa. Ils y sont restés 14 mois. Le colonel Willy Ngoma réclame du haut de sa tribune et personne n'a jamais démenti cela. Non seulement cela, mais il ouvre les portes de la prison. Le général Bissimois, Biamongo, qui conduit les opérations aujourd'hui, est libéré. Il était en Ndolo. Et Bertrand, qui était aussi en prison, est libéré. Aujourd'hui, ce sont ceux-là qui conduisent le M23. Alors, logiquement, nous sommes des intellectuels. Si on reproche au président Kabila d'être collaborateur ou d'être lui le monteur du M23, il y a des révélations qui disaient que, Willy Ngoma, je les cite, qui disait qu'avant même la passation du pouvoir, il y avait un deal qui s'était conclu entre le M23 et Félix Tshisekedi pour dire si Félix Tshisekedi si le président Kabila, excusez-moi, n'arrive pas à céder le pouvoir parce qu'il était au terme de son mandat, ils allaient se liguer et mener une élite armée contre le président Joseph Kabila, à l'époque président de la République. Vous voyez cette complicité, cette manipulation. Et nous ne devons pas rester appâtés par des déclarations des uns et des autres pour des raisons sentimentales, alors que la vérité, elle est là, c'est la base, c'est la source. La raison, alors je me pose, qui doit être condamné? Est-ce que c'est Félix ou est-ce que c'est Kabila? D'ailleurs, pour pousser plus loin avec mon raisonnement, quand le président Kabila est allé en exil, il ne pipait bon, parce qu'il voyait déjà des signaux qui s'annonçaient. Il était traqué, sa famille, le mausolée de son père, et j'en passe le meilleur. Il est allé, il s'est tué. Mais quand il a vu que la direction que prenait le Congo, c'était vers les précipices, il est venu chercher la solution auprès de ceux-là qu'il a mis en prison. Il a pris ses risques, c'est ce que vous ignorez. Vous pensez, les gens qui ont été emprisonnés par le président Kabila, c'est ceux-là qui doivent lui porter protection. Il devait régler leurs comptes. Mais au lieu que le président Félix saisisse de cette opportunité pour dire que lui c'est un homme de paix, mais c'est sur lui que reviennent les accusations pour dire le fait qu'il soit parti à l'Est, c'est lui le coupable. Donc cette condamnation n'a pas lieu d'être. Vous êtes d'accord avec moi? C'est partant de ces raisonnements-là, on se demande pourquoi le président Kabila est condamné. Et donc, nous allons vers une implication politique. Des raisons politiques qui poussent qu'on monte cette condamnation de toutes pièces en commençant par enlever les immunités. Les immunités sont levées en violation de la loi parce que c'est au cours de 2 chambres réunies que les immunités d'un sénateur à vie doivent être levées. Et son juge naturel, ce n'est pas la cour militaire, c'est la cour de constitution. Vous le savez. Le fait qu'on tripatouille ce procès-là, déjà pour la levée des immunités, démontre la suffisance, la volonté manifeste de Félix d'en vouloir ou d'éliminer son adversaire politique qui, de surcroît, il a juré quand il était à Lubumbashi pour dire que c'est entre lui et Kabila, il y en a un qui doit partir. Il s'est confié aux évêques, vous l'avez suivi dans des réseaux sociaux, dans des journaux, il y a eu cette publication. Lui croyait qu'en se confiant aux évêques de la Senko, en leur disant cela, que le secret n'allait pas être éventré. Mais voilà, nous avons été informés de cette affaire-là. Alors, sur le plan politique, le problème, il est simple. C'est une stratégie machiavélique que Félix a montée pour d'abord affaiblir l'opposition. Pour que ceux qui vont apprendre cela soient stupéfaits, ils soient sidérés. Et ils soient dépourvus de toute force pour dire, mais si ça arrive à Kabila, que sera-t-il pour nous autres qui sont des petits poussins ou des petits poissons? Nous serons écrasés. Alors, en faisant cela, il écarte toute personne qui se dresse devant lui. Vous voyez ce qui se passe avec Vital Kamerhe au Parlement? Parce qu'il a des visées de changer la Constitution par la suite. Et il sait que s'il laisse Kabila sans lui porter, l'accuser de tous les maux du siècle, il va se retrouver devant les accords qu'il a signés avec le président Kabila si on va au dialogue. Tout le monde saura qu'il n'a pas été élu. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Mais
le fait qu'il sait que celui-là va lui opposer des résistances, le président de la République, il use de toutes les superficies pour écarter M. Kabila. Non seulement qu'il va écarter M. Kabila, il crée la peur dans l'opinion. Il crée, il désarçonne ses adversaires. C'est ça la raison, l'explication, ou bien les implications politiques de cette stratégie. Mais ça, c'est du côté de ses adversaires. Donc, en résumé, il veut anéantir pour ses intérêts personnels qui priment sur l'intérêt national qui est le Congo. Mais du côté du pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il monte maintenant des gens plus forts, un régime plus fort, la tyrannie. Il s'est nourri du mépris. Il devient arrogant. C'est moi qui veut m'interdire, moi qui. Voilà, cette arrogance-là, c'est un rancunier, il garde toujours, et il sait que tant que Kabila est en vie, c'est une menace pour lui. Alors, nous assistons à une gouvernance du népotisme, du clientélisme, de la concussion comme mode de gouvernance. Tout cela, ce sont des implications politiques pour une analyse bien fondée. Je me suis basé, d'ailleurs je reviens sur la présentation des intervenants. Je suis linguiste de formation. Je me suis basé sur 3 méthodes. Il y a la sémantique, il y a la sociocritique et il y a l'hermétique. Ça veut dire qu'à travers la parole, on comprend directement les noms de ce qui est dit. Voilà pourquoi cette analyse n'est pas un hasard comment dirais-je, de viser des règlements des comptes, mais c'est aussi une dénonciation pour entrer dans le vif du sujet, dans le pourquoi cette condamnation. Alors, sur le plan social, ça ce n'est pas aussi facile, parce que sur le plan social, lui, il divise les classes sociales. Que tu sois de l'Est, tu es puni, et ta famille est poursuivie, et tu ne peux rien dire. Regardez ce qui se passe à Kinshasa, les soiliformes sont traqués, et en plus, ceux qui partent de l'Est vers l'Ouest, les documents ne sont pas reconnus. Et les conséquences, vous avez vu que l'M23 a pondu un article disant qu'eux aussi, ils vont faire des mesures de rétorsion. Toute personne qui vient de l'Ouest, qui est munie d'un document qui ne serait pas valable, ne serait pas reconnu du côté de l'Est. Donc, nous allons tout droit vers la balkanisation. C'est une alerte que nous lançons. Donc, Félix est en train de prendre des mesures pour diviser la population. Au lieu d'unir la population, lui, il punit collectivement. C'est un crime contre l'humanité, c'est un crime de guerre. Parce que mon co-débatteur a évoqué le manque de soins, je ne veux pas faire un rappel, mais les conséquences sont désastreuses. Combien de personnes meurent parce qu'ils n'ont pas de moyens de se faire soigner? Une grippe, une malaria, fièvre typhoïde emporte des milliers de personnes, plus que les balles. Alors, ça c'est sur le plan social que nous constatons que ces dérives dictatoriales ne sont pas pour l'unité nationale. Les dérives dictatoriales ne sont pas pour la cohésion sociale. Les dérives dictatoriales ne sont pas pour le vivre ensemble. Et il y a maintenant le repli identitaire. Il y a la radicalisation de la population. Et tout le monde se range maintenant du côté de Kabila parce que bon, lui, il est aussi victime. Ça, c'est les gens de l'Est. Il est aussi victime. Donc nous tous qui sommes à l'Est, nous sommes des victimes parce que Kabila est venu ici chez nous. Vous voyez ce qui se passe. Donc, dans les communs des mortels, c'est un travail qu'il est en train de faire, de manipuler, comme il nous a manipulé pendant 37 ans, en disant que Kabila c'est un Rwandais, en disant que nous au pouvoir, on fera ceci, nous au pouvoir. Le résultat, 7 ans après, vous constatez que c'est un échec pétant, patent, je veux dire. Alors, je poursuis mon exposé par rapport à ça, et permettez-moi qu'il marque une petite pause pour retrouver mes notes. Alors, la condamnation de Kabila, comme je le disais, nous a poussé à beaucoup de questions qu'on devait se poser sur le plan d'éthique et sur le plan juridique. Parce que nous avons abordé sur les implications sociales, politiques
Et nous en sommes maintenant à la troisième implication juridique. Sur le plan juridique, ça dénote, on peut considérer ce procès comme une jurisprudence, je vais y arriver. Jurisprudence. Pourquoi? Parce que ça ne repose sur aucune loi. Il invente le procès à sa manière. Et ça risque de rattraper la personne qui en est l'auteur. Si aujourd'hui, Félix condamne Kabila pour des faits qui ne lui sont pas reconnus, je vous ai démontré ici l'appartenance ou les deals que Félix avait noué avec l'M23 au départ de la libération des officiers, l'invitation. Lui ne connaît rien, c'est le ministre de l'Intérieur qui avait fait venir les M23, les nourrir pendant 14 mois. Donc, si on repose sur les faits réels et qu'ils passent devant les tribunaux et que nous avons des preuves telles qu'elles sont là étayées, alors que lui n'a présenté aucune preuve. C'est sur les allégations. Donc Kabila est condamné sans preuve. C'est une honte qu'on expose la justice du Congo comme ça devant la face du monde sur base des témoignages. Et les témoins ne sont pas venus à la barre parce qu'il y a quelqu'un, un Eric, qui était emprisonné et qui aurait dit ou qui aurait entendu Nanga parler avec Raïs, une conversation téléphonique, et on prend... D'ailleurs, il s'est rétracté pour dire, moi, ces informations-là, vous les avez récoltées par force. Je ne reconnais pas cela. Et aussi, Willy Mishiki, qui a dit la même chose, ou bien un Mwindo Zangi, qui était en train de longer un fleuve parce qu'il avait froid. Pour se réchauffer, il fallait citer le nom de Kabila. Voilà les éléments qu'ils ont présentés. Or, la justice, elle est rendue sur base des faits concrets. Et le doute bénéficie à l'accusé. Mais il n'y a aucune preuve. Ils suspendent le prononcé du procès pour dire non, nous allons faire venir les témoins à l'arrivée. Aucun témoin. Ils ont peur, ils sont de l'insécurité. Mais c'est eux qui ont le pouvoir. L'appareil sécuritaire, c'est entre leurs mains. Et d'ailleurs, je me posais la question, moi je croyais qu'on allait faire venir Bemba au pouvoir, parce qu'il disait, à la barre, parce qu'il brandissait à celui qui voulait entendre que j'ai des témoins, j'ai des preuves, Kabila n'est pas le fils d'eux, la maman s'appelle telle. Bon, on ne va pas rentrer dans les balivernes, mais nous sommes en train de démontrer que ce procès, c'est un théâtre qui était déjà joué d'avance. Alors, de cela, nous pouvons dire quoi? C'est un procès cynique et unique, grotesque, et que toute personne qui est épris de la dignité et de la fierté ne peut pas croire à cela, et ça ramène les gens à douter le lendemain. Le lendemain, on ne sait pas de quoi il sera fait. Est-ce que nous allons assister encore, comme on a appris qu'il y a maintenant un mandat d'arrêt international, Dieu seul sait, qui va écouter, mais vous voyez, de partout, il y a des condamnations. Hier encore, l'Allemagne a condamné. La communauté internationale, à l'unanimité, condamne ce procès bidon qui n'a pas de sens. Alors, nous, Congolais, c'est là où je vais citer, restons mobilisés pour dire que nous sommes à la recherche de paix et nous condamnons, nous aussi, ce procès qui n'est pas fondé sur des preuves et qui est fondé sur les intentions d'une seule personne. J'ai dit et je vous remercie. Beaucoup. Nous voici à l'étape d'intraction. Je suis désolée. Voilà, je disais, nous voici à l'étape d'intraction. C'est l'occasion de recueillir vos questions, vos commentaires et d'apporter des éclairages complémentaires à ces débats que nous souhaitons constructifs et ouverts. La parole est à vous. D'ailleurs, ça a été indiqué dans le thème. L'état des lieux de la situation dans l'Est de la RDC. Mais est-ce que vous ne vous sentez pas un peu, qu'est-ce que je cherche le terme, vous ne vous sentez pas désorienté par le fait qu'il y a une double administration dans l'Est? Il y a l'administration M23 et il y a l'administration centrale. Alors, quelle est
l'analyse que vous faites lorsque vous parlez de la gouvernance. Les deux administrations ou une seule? Alors la deuxième question, elle est un peu spécifique. Vous avez parlé de la discrimination du côté économique, où la population n'a pas accès à ces économies. La dernière information nous dit que dans l'administration du M23, ils ont libéré le secteur bancaire. Ils ont d'ailleurs créé leur banque centrale. Je ne sais pas s'ils ont déjà une république, mais en tout cas, il y a une structure qui représente la Banque centrale du Congo, qui a été créée. Et donc, qui libère les économies, qui libère les avoirs bancaires. Merci. On se rend compte qu'il y a 3 temps, il y a eu 3 grands présidents, 3 grands mouvements de présidents au Congo. Et à chaque fois qu'il y a changement, il y a toujours la justice qui est impliquée. Chaque fois que quelqu'un vient, il veut toujours renverser l'autre. Alors, après la sortie d'ici, comment est-ce que vous comptez arrêter cette, entre guillemets, injustice à chaque fois qu'il y a fin de mandat? Parce qu'on se rend compte que Tshisekedi est en train de vouloir partir. Et pour ne pas être peut-être poursuivi, pour ne pas être mal vu, il va enfermer son prédécesseur, peut-être qui est une menace, qui semblerait être une menace pour lui. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, la diaspora congolaise est en majorité au Canada, aux États-Unis, en Allemagne et en Belgique. Comment est-ce que vous comptez mobiliser la diaspora pour qu'elle puisse donner son mot, alors influencer la gouvernance face à cette arrestation, entre guillemets, arbitraire? Merci. Nous sommes une structure de la société civile. Nous ne sommes pas au pouvoir. Nous sommes les porte-voix de ce qui se passe à l'Est. C'est un constat qui est amer, avouons-le, qui nous donne la possibilité de relayer ce qui se passe à l'Est. C'est au gouvernement d'apporter la réponse, d'être le garant des institutions, de protéger la population, qu'il s'agisse de la population de l'Est ou de l'Ouest, mais notre façon de dénoncer, c'est aussi une façon d'aider le gouvernement à ajuster les tirs. Donc, qui sommes-nous pour apporter quelque chose? Nous n'allons pas appeler les gens à la révolte, pas du tout, parce que nous prenons toujours le vivre ensemble. Ils n'ont rien fait, ils n'ont pas appelé Nanga, les gens de l'Est, pour qu'ils vivent dans les zones occupées. Non, mais le gouvernement de la République a décidé de punir tout le monde. C'est à lui de lever d'abord cette sanction pour qu'il montre et qu'il démontre qu'il a la volonté de protéger toute la population et tenir la souveraineté nationale. Voilà un peu, en quelque sorte, ma réponse que je peux apporter, et que retenez que nous sommes la voix des sans-voix. Si la voix donne des échos, c'est pour qu'il y ait la suite favorable. Merci. Par des insurgés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se tourner vers le gouvernement. Ils vont demander au gouvernement qui sont ces gens, qu'est-ce qu'ils font là, est-ce que tout a été fait pour que cette situation n'ait pas lieu? Les Belges ne vont pas s'adresser à ces insurgés qu'ils ne connaissent même pas. Nous ici, nous nous adressons à notre gouvernement. Nous demandons au gouvernement de faire tout ce qui est dans son pouvoir pour que la situation des désadministrations n'existe pas. Nous nous adressons au gouvernement. Si nous nous mettons à nous adresser au M23, à l'AFC et tout ça, nous consacrons la partition du pays. Nous ne voulons pas ça. Voyez-vous, monsieur. Donc, nous, vous avez vu tout ce que nous avons dit ici, ça s'adresse au gouvernement légal de la RDC. C'est à lui. Les Belges qui vont voir la province de Namur, la province d'Iéno, la province d'Anvers, occupée par une insurrection qui vient de on ne sait où, ils vont s'adresser au gouvernement. Et ici, nous sommes dans une démocratie, le Premier ministre sera interpellé au Parlement. Qui sont ces gens? D'où viennent-ils? Quelles sont les revendications? Pourquoi on en arrive à ça? C'est ça. Et nous, en tant que citoyens, nous nous adressons à notre État. Nous ne pouvons pas nous adresser, nous le voyons. Nous avons des propositions, nous ne dénonçons pas seulement. Nous proposons. Par exemple, il faut trouver une solution aux désadministrations. Et la solution qui est prônée par tout le monde d'ailleurs, c'est le dialogue. Tout le monde propose à ce que les gens se parlent. Et je crois que le seul qui refuse ce dialogue, c'est le pouvoir de M. Tshisekedi. Il a dit encore il n'y a pas longtemps, il n'y aura pas de dialogue qui ne sera pas à mon initiative. Alors que l'Église catholique, protestante, tout le monde demande à ce qu'on se parle. Parce que de toute façon, la guerre serait justifiée si, dans le cas où c'était une agression.
étrangère. Et nous serions dans une situation de légitime défense. Mais là, notre gouvernement est allé dire aux États-Unis que les Rwandais ne nous agressent pas. Les Rwandais se défendent. Et l'accord qui a été signé, notre gouvernement a signé cet accord-là qui consiste à dire que les Rwandais se défendent. Il a mis en place un dispositif défensif et que ce dispositif défensif sera levé lorsque nous avons accepté ça. Lorsque nous aurons éradiqué de manière vérifiable les FDLR. Nous avons signé cela. Notre pays a signé cela. Et donc, de ce point de vue-là, il y a presque plus d'agression. Et c'est pour ça d'ailleurs que le président américain a dit « J'ai mis un terme à la guerre entre les Rwandais et les Congos. » Parce que pour lui, il n'y a plus de guerre maintenant. Une fois que vous avez un accord, on ne fait pas un accord pour faire la guerre. On fait un accord pour arrêter la guerre. Et cet accord-là est là. Nous l'avons signé. Notre pays a signé ça. C'est-à-dire, nous n'avons pas de compte à demander au M23. Nous, comme le M23, d'après ce que j'ai compris, nous demandons qu'il y ait un dialogue. Parce qu'une fois qu'il n'y a plus de guerre d'agression, c'est-à-dire que ceux qui se battent, ce sont des Congolais. Mais tout le monde, toujours la ligne, tout fan tout seul. Tout fan, tout à l'année, tout mais quand M. Boulos dit que non, il faut que les gens se parlent, l'AFC c'est une affaire interne, il y a des gens qui crient. Mais dans leur raisonnement et dans leur logique, c'est ça. Parce qu'il n'y a plus d'agression rwandaise. Alors, ceux qui se battent, ce sont les Congolais entre eux. Parlez entre vous. C'est ça. Donc, nous ne pouvons pas nous adresser à ça. Vous avez totalement raison. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La gratuité de l'enseignement. Mais vous êtes d'accord avec moi que le nord et le sud du Kivu regorgent une population de plus ou moins 5 millions de personnes, d'habitants. 10 millions. Merci pour cette correction. Avec coupé des ressources, on laisse la poubelle. Ils doivent s'organiser. Et c'est la conséquence de ces mesures inappropriées qui fait que les autres, comme mesure de rétorsion, et aussi ils font la même, ils trouvent une parade. Il y a une dernière question sur la poursuite du président. Oui. La dernière question, c'était sur le changement auquel on vit chaque fois qu'un président s'en va, un autre vient, c'est un règlement des comptes. Mais c'est le problème de gouvernance. Voilà un peu la prise de conscience. C'est le travail que nous devons faire, que chacun s'approprie la gouvernance de ce pays-là qui regorge la richesse et arrêtons de pleurer. Merci par rapport à ça. Voilà, sa question était en deux parties et la deuxième question était... La deuxième partie de sa question était de savoir comment est-ce que la diaspora... Comment on va mobiliser la diaspora? Comment on va mobiliser la diaspora? Est-ce que c'est ça? Oui, voilà. Vous répondez à ça. Voilà. Il est là. Et la mobilisation, aujourd'hui, passe par les organes de presse. Ici, dans cette salle, nous avons... La presse est représentative des Congolais. Il y a Maman Pamela ici, il y a Perrault, il y a Alès, il y a Magloire, il y a Gérard. C'est ça. Nous n'avons pas... La presse congolaise ici en Belgique, c'est celle-là. Et donc, nous comptons sur elle pour jouer son rôle et de mobilisation, tout simplement. Nous n'allons pas passer dans des rues, aller dire, bon, faites ça, non. Et ils font ce qu'ils font, leur travail. Et c'est grâce à eux que nous pouvons, mobiliser. C'est de cette façon. Vous-même peut-être, et voilà. En organisant ce genre de conférences de presse, c'est aussi mobiliser la diaspora. Tout à fait. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions, Monsieur Magloire? Vous avez une question? La dernière question est celle de savoir qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour contester ou encore mobiliser la presse, plutôt la diaspora congolaise contre ces procès que vous qualifiez de politiques. Merci beaucoup. De cette année, nous avons organisé une conférence de presse comme ça. Et la question m'avait été posée, je pense, par votre confrère Gérard ou par Cornelis, qui disait que nous semblions être des avocats de Kabila. Non. Nous, ici, dans les cas d'espèces, dans les cas de la condamnation de Kabila, nous ne défendons pas Kabila, nous défendons les droits. Nous défendons les droits. C'est-à-dire que nous savons que Kabila, en tant que tel, il a des droits. C'est un citoyen qui a des droits. Et ces droits n'ont pas été respectés dans cette affaire. C'est ça que nous défendons. Nous ne défendons pas l'individu. Je vais vous rappeler, et si vous suivez très bien la situation de la RDC, il y a une dame
de Human Rights Watch, qui s'appelle Ida Saouer, je pense. Elle a été de tous les combats contre le régime de Kabila. De tous les combats contre le régime de Kabila. Jusqu'en 2018. Mais hier, elle a tweeté pour dire que non, M. Kabila n'a pas bénéficié d'un procès équitable. Ce n'est pas par sympathie pour Kabila. C'est parce qu'elle a constaté que les droits n'ont pas été dits. C'est-à-dire que là, vous avez vu que toutes les limites de l'état de droit ont été franchies. Tout le monde a pu voir ça. Nous avons dit très clairement que compte tenu du statut de M. Kabila, sénateur à vie, ancien président de la République, la loi prévoit que s'il faut lever ces immunités, il faut que les congrès se prononcent, les deux chambres du Parlement, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale, se mettent ensemble pour statuer si on peut lever cela. Mais ça n'a pas été le cas. Mais le président Tshisekedi a la majorité à l'Assemblée nationale. Pourquoi il n'a pas appelé l'Assemblée nationale? On a vu un truc un peu bidon au Sénat, et voilà, on dit. Mais à partir de ce moment-là, il y a une irrégularité. Donc pour nous, c'est un procès bidon, comme l'a dit notre ami. Donc ça ne repose sur rien. Au-delà, ça, je parle de la forme. Et c'est pour ça que nous pensons que pour le respect du droit et l'honneur du pays, surtout ça. Parce que bon, il y a les étrangers qui nous regardent et qui se disent, mais attendez, qu'est-ce qu'il faut là? On ne respecte même pas. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Donc, Kabila on ne défend pas Kabila, on défend les droits. On défend le droit. Il a été condamné sur base de indices. On attendait qu'on puisse nous présenter des preuves, mais malheureusement, il n'y avait pas de preuves, il n'y avait que des indices. Donc, je comprends aussi la position de Machariki. Si aujourd'hui, je pose la question aux deux intervenants, si aujourd'hui le président Kabila revenait par un coup d'État, vous allez le soutenir? S'il revenait par un coup d'État au pouvoir, oui. Il faisait un coup d'État et très bon, bien sûr. Vous allez le soutenir. Et puis, monsieur Tchabo, oui. Vous avez parlé dans votre exposé du terme minorité, c'est ça? Vous avez parlé minorité. En fait, minorité. Non, dans mon texte, il n'y a pas les termes minorité. Ah, heureusement. Alors, j'annule la question. Oui, il a parlé de minorité quelque part. Non. Majorité. Dans mon texte, je l'ai lu 1000 fois, il n'y a pas le mot minorité. Alors, j'ai lu la question. Alors, voilà. Je m'en tiens à ça. Merci. Si Kabila revenait au pouvoir par un coup d'État, allez-vous le soutenir? Bon, je crois que c'est une forme juridique avec des implications politiques. Donc c'est pour cette raison que je suis le premier à vous répondre et je me réserve le droit de me faire compléter par mon co-débatteur. Voilà, ça c'est une hypothèse. Vous soulevez une hypothèse. Bon, en littérature, c'est quoi une hypothèse? Une hypothèse, c'est une recherche à établir une vision. Donc on cherche à établir une vision provisoire. Ça c'est une façon provisoire. C'est une vision provisoire sur un problème soulevé. On n'a pas la matière, mais on soulève une hypothèse pour une solution provisoire pour un problème soulevé. On évoque des relations, des causes à effet. Donc, la relation entre Kabila et le coup d'État, par rapport à ce qui lui arrive, d'abord, nous ne sommes pas les porte-parole de Kabila. Ça, c'est un. De deux, il y a son parti politique qui est mieux placé pour répondre à ce genre de questions parce que c'est un problème politique. De trois, le Kabila, au regard de ce qui se passe, il aurait dû prendre déjà des armes depuis très longtemps parce qu'il a prêté serment, il l'a encore dit que soldat je l'ai été, je le suis et je le serai, il renouvelle son serment. Mais si la population estime que par rapport à la gouvernance actuelle, Félix n'entend que le roi des armes, mais ce n'est pas pour autant qu'il va se ériger contre le M23. Il va constater. Parce que lui, il cherche la solution par le dialogue. Il a même entendu, il a consulté le M23 pour leur dire mettons-nous ensemble. Mais qui refuse le dialogue? C'est Félix. Il ne veut pas de la guerre. Il ne veut pas revenir sous cette forme-là. Mais si la population en décide autrement, on le ramène au pouvoir, c'est à lui de décider. Donc il est taiseux. Et nous, c'est difficile d'aller chercher ce qu'il pense ici, de revenir de suppositions. Ce n'est pas la politique. Gouverner, c'est prévoir. Nous prévoyons demain, c'est une paix durable basée sur un dialogue national. Oui, allez-y. Gérard, vous avez des très bonnes questions. Merci. Mais je vais dire ceci. D'abord, l'idée que
Kabila vienne au pouvoir par les coups d'État. Je ne pense même pas que cette idée les traverse lui-même. Ce sont toujours des histoires qu'on lui prête. Mais si ça devait être le cas, nous condamnerons. Nous condamnerons son arrivée au pouvoir de manière anticonstitutionnelle. Nous sommes dans une situation de principe. C'est pour ça que j'ai dit que nous ne sommes pas ici, nous ne sommes pas ici pour défendre les droits. Nous sommes une association qui défend les droits. Si le président Kabila vient, il sera opposé à la constitution de la RDC. Et la constitution de la RDC, que lui-même a signée, interdit ce genre de situations, des histoires des coups d'État et tout ça. Et donc, d'ailleurs, je vous rappelle, vous étiez là le 7 mai, lorsque nous avons lancé l'appel. Nous avons lancé l'appel, nous avons demandé à Kabila de revenir en RDC. Nous, Machari, qui nous avons dit que Kabila n'avait pas sa place à l'étranger quand le pays est en train de brûler. Il doit venir en RDC pour apporter son expertise. Nous avons vu les images. Il a rencontré la population à Goma, à Bukavu. Si vous allez là-bas, vous demandez, à Kabila, vous lui demandez, parmi les gens que vous avez rencontrés, qui est-ce qui vous a dit qu'il veut la balkanisation? Personne. Qui est-ce qui lui a dit, bon, nous voulons que vous alliez là-bas faire un coup d'État? Personne. Oui. Donc, nous voulons que Kabila participe, qu'il apporte son expertise dans la situation actuelle, parce que le pays est en train de sombrer là. Merci beaucoup, M. Chabot. Si on vous laisse. Y a-t-il une autre question? Et une dernière question, peut-être. Vous dites que vous ne voulez pas la balkanisation, mais de facto, on commence à dire qu'il y a deux autorités, une à l'est du Congo qui se mélange avec celle de l'autorité centrale. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'indépendance qui est en train de se créer à l'est? Allez-y. Vous n'êtes pas présenté, vous appelez monsieur? Je travaille chez Belgage. D'accord. Merci monsieur pour la question. Elle est pertinente au regard de la situation sur le terrain. Il y a lieu de mettre cette hypothèse. Parce qu'on parle aussi de ce système bancaire, tout ça, donc ça tout devient... Tout à fait. Si on revient, on regarde bien la gouvernance de Félix Tshisekedi, on dirait que c'est un pyromane. Lui-même, il met le feu et il accuse les autres. Pourquoi? Parce qu'il prive la population, 10 millions de personnes, de leurs ressources. Et alors, que devraient faire les autres? Ils doivent se débrouiller. Ils doivent trouver une parade. Ce n'est pas qu'ils créent une autre république, loin de là. Mais c'est une façon d'assister ou de régenter la partie qui est sous leurs occupations. Et en plus, ils clament haut et fort que nous voulons des dialogues. Mais Félix fait tout pour ne pas aller au dialogue. Nous sommes dans un cessez-le-feu, il achète les avions, les armes, les mercenaires. C'est pour faire la guerre. Et les autres, ils font quoi? Ils vont se défendre. Mais en se défendant, ils doivent vivre. Donc vous comprenez que c'est l'émanation, ce sont les conséquences des mesures telles que nous l'avons dénoncées, des mesures discriminatoires qui font que les autres, par repli, ils se défendent et ils trouvent des solutions intermédiaires. Mais l'objectif, c'est de dialoguer et l'unification du pays. Rapidement, oui. S'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur, pour la question. De toute façon, c'est ça l'objet de nos campagnes. Essayer de dire que non, nous ne voulons pas en arriver à ça. Même si ça commence à se mettre en place, et nous nous adressons à notre gouvernement de prendre la situation au sérieux. Parce que jusque-là, nous avons l'impression que le président, il voit tout ça à distance. C'est quelque chose qui est à 2000 km. Ça ne va pas. C'est pour ça que nous sommes ici, nous appelons les journalistes pour nous aider à expliquer à la population que non, il y a un danger, il y a les faits dans la maison. En fait. Nous voyons ça et ça nous inquiète. Nous ne voulons pas ça. Les Congolais sont majoritairement attachés à l'unité du pays. Mais les actions du président, actuellement les actions du président, vont dans le sens inverse de cela. Parce que quand vous vous mettez d'accord sur nous allons faire ça, et vous bombardez. Vous savez, nous sommes ici, nous voyons ce qui se passe en Ukraine. L'armée russe, l'armée de l'air russe est très très forte. Mais tous les spécialistes et militaires nous disent qu'on ne peut pas gagner une guerre par des bombardements aériens sans avoir des troupes au sol. Vous allez bombarder déjà à Walikale et tout ça. Vous tuez les gens, vous n'avez même pas de guidage au sol. On ne veut pas ça. C'est pour ça que parmi nos propositions, nous avons repris aussi la proposition de l'église congolaise, catholique et protestante. Il faut se mettre autour d'une table le plus rapidement possible avant que la situation n'aille pas trop loin. Vous parlez de ça. Il y a juste, je chute là, il y a encore hier, le gouvernement de Kinshasa a dit qu'il ne va plus reconnaître les documents qui sont établis
par l'administration de l'AFC M23. Et l'AFC M23 a dit aussi, à partir du 1er novembre, nous aussi, nous n'allons pas reconnaître les doutes. Or, nous sommes de l'Est. Une grande majorité de la population vit de l'aide humanitaire. Si les humanitaires ne peuvent plus aller là-bas, parce que les papiers ne sont pas reconnus de part et d'autre, c'est un drame. Et nous ne voulons pas ça. C'est pour ça que nous demandons aux journalistes de nous aider à essayer d'expliquer et de rappeler en permanence à Tshisekedi de revenir à la table de négociation. Merci beaucoup. Une dernière question. Oui, bien sûr, monsieur. Voilà, bonjour à tous. Moi, c'est Chris Mafuta de la société civile qui lançait une alerte aujourd'hui, qui vient de lancer plutôt une alerte aujourd'hui. Nous sommes à plusieurs milliers de kilomètres de la République démocratique du Congo. Ce que vous venez de relater ici se passe au Congo, se passe à l'Est, se passe à Lubumbashi, se passe dans d'autres villes. Certes, vous avez lancé plutôt l'alerte ici en Belgique. Quelles sont les actions concrètes? Est-ce que vous envisagez avoir des actions concrètes sur place au Congo? Parce que nous le savons très bien. Nous pouvons bien parler en Belgique, mais au Congo, si les actions ne sont pas menées, il peut arriver que voilà, notre alerte soit certes passée pour une information et que les retombées ne soient pas vivables chez nous au pays. Se complète par rapport aux réponses. C'est une très belle question. Nous avons dit que nous existons et nous sommes dans la partie orientale. Donc Macharik plus et à Bukavu, Macharik plus et au Nord Kivu, et à Lubumbashi, à Kinshasa, dans toute l'étendue de la République. Donc à travers nos représentations au Congo, nous prêchons la cohésion nationale. Nous prêchons l'unité nationale, le vivre ensemble. Nous demandons aux gens de ne pas tomber dans le piège de tribalisme. Nous demandons aux gens de ne pas tomber dans la discrimination. Et que donc il faut faire entendre la raison, continuer à ne pas prêter le flanc au gouvernement pour répondre d'une manière moutonnière aux provocations. Vous avez constaté ce qui se passe à Kinshasa ou à l'ouest, les Swahilophones sont victimes de brimades, mais vous n'avez jamais appris que nous interdisons d'ailleurs qu'il ne faut pas qu'ils s'en prennent à d'autres communautés pour dire par mesure de vengeance, nous faisons de la même manière parce que nous avons, parce que non, pas du tout, parce que on leur dit, ce n'est pas ça le Congo, il est fort quand il est uni, et que toutes les communautés doivent prêcher le vivre ensemble et doivent se vivre les uns aux côtés des autres. C'est ça la beauté du Congo. Nous n'avons pas de tribus, deux ethnies, c'est 450 ethnies. Bref, nous continuons à faire de Macharik, qui est à l'Est, un moteur de développement et du vivre ensemble dans toute l'étendue de la République, et les gens sont sur le terrain. Voilà. Je ne sais pas si mon co-débatteur peut ajouter. Vous voulez ajouter quelque chose? Il n'a rien à ajouter. J'espère qu'il n'y a plus de questions. Y a-t-il une petite dernière question? Parce que nous courons vers le temps. Donc, il n'y a plus de questions. Mesdames et messieurs, alors que nous arrivons au terme de cette conférence de presse, je tiens au nom de notre organisation DMP à vous remercier sincèrement pour votre présence et votre attention. Au cours de cette conférence, de cette rencontre, nous avons abordé deux sujets d'une importance majeure: la gouvernance en République démocratique du Congo et la condamnation à mort de l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Ces questions à la fois sensibles et déterminantes pour l'avenir de notre pays méritent une analyse approfondie, un débat apaisé et une réflexion collective sur le principe de la justice, d'équité et de respect de droits fondamentaux. Nous saluons la présence de la presse et de partenaires qui, par leurs engagements constants, contribuent à éclairer l'opinion publique et à renforcer la transparence de la vie nationale. Votre rôle est essentiel dans la quête de vérité, dans la défense de la démocratie et dans la consolidation de l'état de droit. Nous réaffirmons notre attachement à ces valeurs et à notre détermination à poursuivre le dialogue dans un esprit de responsabilité, d'unité et de la paix. En vous remerciant encore une fois pour votre participation et votre soutien, je déclare close cette conférence de presse.
Merci et je vous remercie. Merci. Monsieur le Président, regardez, monsieur. Nous sommes beaux. Vous êtes, comme toujours, Je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que je peux être là. Ne ratez pas ma chérie. Ça fait longtemps que je vois que je sois. Non, là, Vous avez ma chérie. J'ai un peu ma charité, j'ai un peu ma charité. La grande médaille. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.